Jeudi 15 septembre, comme vous pouvez le voir en Alsace, les pluies qui ont déjà fait quelques dégâts dans le sud de la France sont en train d'arriver. J'ai senti une petite goutte à l'instant. Donc avant l'arrivée de ces pluies, je voulais qu'on regarde un tout petit peu comment donc le jardin, le potager, a passé cette période de relative sécheresse, puisque donc les dernières pluies utiles, efficaces, doivent dater quelque part de juin. On a eu quelques millimètres d'eau il y a une dizaine de jours, mais c'était juste pour mouiller le feuillage. Alors ici, dans la prairie qui jouxte le potager, on peut voir que les graminées, donc ici, ont commencé à tourner au paillasson, alors que d'autres espèces, ici le rumex, donc l'oseille sauvage, ou ici le pissenlit, je ne sais pas s'il sera dans le champ, ici ce liseron, sont encore verts, tout simplement parce qu'ils ont des racines pivotantes ou des rhizomes en profondeur, donc la possibilité de chercher l'eau beaucoup plus loin, des réserves aussi, alors que les graminées qui ont un système de racines superficielles fasciculées ne bénéficient pas de cet avantage. Alors je n'ai pas dans mon potager beaucoup d'endroits où la terre est nue ou quasiment, mais ici au pied de ces cassissiers, j'ai manqué un peu de BRF, et donc ce que vous êtes en train de voir est une zone où il n'y avait pas assez, on va dire, de couverture du sol. Et là, si on gratte, on peut voir un tout petit peu la nature du sol. Alors, on peut voir ici que le sol, d'une part, est extrêmement dur et que apparaissent des fissures. Je vais vous en montrer une autre. Ici aussi, donc très clairement, des fissurations qui apparaissent et qui montrent que si mon sol n'est pas nécessairement très argileux, il renferme quand même une teneur non négligeable d'argile qui provoque ces fentes de retrait. Alors dans ces circonstances, comment se comporte le jardin sans irrigation pour l'essentiel, c'est ce que je vais vous montrer rapidement. Vous connaissez cet angle de vue et vous pouvez voir qu'en ce qui concerne les choux, donc sous un paillage de foin qui commence à diminuer mais qui est toujours présent, sont encore tout à fait corrects. Donc là, nous sommes bien dans une zone qui n'a connu aucun arrosage, aucune irrigation d'aucune sorte sur toute cette période et qui vit encore avec les réserves accumulées durant le début d'été très humide que nous avons connu. Alors grattons un tout petit peu pour voir comment ça se présente. Écartons le foin. Alors on peut voir quand même que ce coup-ci, contrairement à ce que je vous ai montré la dernière fois, la surface du sol est relativement sèche, bien que on puisse encore trouver, en grattant un peu plus, mais il faut déjà y mettre un peu d'énergie, de la terre humide. Et encore, sans l'avoir convoqué pour la vidéo, un ver de terre, qui me semble plutôt être un épigée, donc un fouilleur de surface, pas ceux que je recherche le plus, mais ça montre quand même que dans ces conditions, là un tout petit, les vers de terre peuvent encore être actifs, a fortiori bien sûr les champignons, les bactéries. Je referme tout ça. Indépendamment donc des légumes, on peut voir ici
que cette adventice, elle aussi, sait toujours se débrouiller avec les réserves du sol. Alors comme la dernière fois je vous indiquais que j'avais cette manie d'arracher, j'essaye de me corriger, je vais laisser cette biomasse se développer. Cette campanule rampante ne représente aucun danger dans ce potager. Elle fait pour l'instant la photosynthèse et nourrit mes organismes dans le sol avant que je ne la recouvre avec du foin quelque part à l'automne et qu'elle devienne de l'excellente nourriture pour les vers de terre. Ici, de l'autre côté, donc les framboisiers, on a rajouté un peu de foin, parce qu'on a nettoyé ce qu'un agriculteur avait laissé dans la prairie à côté. Comme vous pouvez le voir aussi, un peu affecté par la sécheresse, parce que je l'ai déjà dit une fois, c'est une plante très sensible à l'humidité, mais toujours une petite production, hein, rien de spectaculaire, elles sont maintenant un peu rikiki, mais aujourd'hui au menu, un dessert à base de framboises. Je fais vite, j'entends les premières gouttes qui tombent autour de moi. Ici, les poireaux, toujours sans irrigation, et à gauche du persil planté un peu avant la sécheresse, sans irrigation, sans arrosage. Les choux-fleurs entre les rangées d'asperges, sans arrosage. Ici, au cœur de ces feuilles, les premières pommes qui se forment sur l'autre rangée. On a ramassé une très belle pomme il y a quelques jours. Alors ici, ce chambardement, c'est le travail fait par les oiseaux, les merles qui m'ont tout retourné. Vous reconnaissez la conduite de goutte à goutte où j'avais repiqué quelques salades. Finalement, devant tant d'adversité et étant occupé par ailleurs, j'ai baissé un peu les bras, je n'ai pas mis le filet. À gauche, il devrait y avoir une rangée de mâches qui évidemment n'a pas levé. Je vais cependant, dès qu'il aura plu un peu, dégager la rangée. Les graines doivent toujours être là. Et à mon avis, la mâche sortira une fois que le sol sera frais et humide. À droite ici, donc les haricots qui avaient été plantés dans les trous qu'avait laissé la récolte d'échalotes et d'oignons, sans arrosage. Hein. Et là, vous pouvez voir que très bientôt, on pourra cueillir les premiers petits haricots. On pourrait déjà faire du haricot très fin, un petit plat. Mais donc, il faut que je trouve quelques minutes ou quelques instants pour pratiquer la récolte. De son côté, le plan de courgettes est toujours là, attaqué maintenant sérieusement par l'oïdium. De toute façon, avec le temps humide et froid qui va arriver, je pense que dans nos contrées, la messe était dite, on peut encore récolter des courgettes. Là, mon épouse en a ramassé ce matin. Donc il continue de produire pour l'instant, mais la fin est proche. Ici le basilic, hein, qui après une coupe très sévère a bien repris. Donc là je vais pouvoir faire une deuxième cueillette pour préparer une deuxième rasade de pesto. Les céleris sont toujours très verts, les pommes toujours très petites. Hein, là, pour l'instant, le retard n'a pas été rattrapé. Je pense qu'avec l'humidité et la fraîcheur, il va se mettre à paumer. Ensuite, le fenouil, dont j'avais expliqué que tout était monté en graines. Donc pour l'instant, il y a encore de la floraison et déjà quelques graines. Je vais pouvoir récolter des graines pour au moins un demi-siècle de culture. Un peu plus près, on voit ici donc les repousses de basilic que je trouve très intéressantes, très concentrées, hein, parce que donc ce basilic ayant poussé sans trop d'eau, hein, puisque pas arrosé, il est clair qu'il est extrêmement aromatique.
Bon, ici, détail sur le céleri, hein, donc comme je vous le disais, les pommes ne sont pas encore bien grosses, hein, c'est à peu près ça, hein, pas de quoi pavoiser, mais gardons l'espoir. Ce que je retiens, c'est que malgré cette période de sécheresse, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de signe de flétrissement exagéré sur ces végétaux. Même chose ici, hein, sur cette autre planche de céleri, plantée un peu plus tard, directement dans le foin. Vous pouvez voir qu'elle est à la fois propre et que le céleri est sans manifestation de flétrissement marqué. Allez, je me dépêche, la pluie commence à devenir un peu plus sérieuse, l'angle vous le connaissez. Vous pouvez voir que ce poivron, donc là encore, hein, une parcelle qui n'a pas du tout été arrosée, ce poivron type corne a commencé à produire. La dernière fois je disais qu'il était très très lent. Ici on a cessé de récolter il y a encore très peu de temps. Ma fille est partie avec une cagette de poivrons, il continue de produire. Celui-ci, la même chose, il est encore en fleurs et produit. Le poivron jaune ici, on a récolté il n'y a pas longtemps, il y a encore de la ressource. Du côté des aubergines, il y en a en pagaille, hein. Pas énorme, mais peu importe, c'est pas la taille de chaque aubergine qui compte, bien au contraire, hein, il vaut mieux en avoir beaucoup de petites que quelques-unes très grosses. Ici un peu de jaunisse, je pense que c'est une maladie virale, hein, sans danger, hein, on peut consommer, mais je pense que c'est donc ça qui a provoqué le jaunissement de ce qui était le premier pied, hein. Les autres étaient les Dalton, ils ont maintenant rattrapé Avrel, ils sont aussi grands que lui et sont en pleine production. Les choux de Bruxelles derrière, des signes de flétrissement, hein, ces feuilles un peu roulées, mais néanmoins rien de dramatique. Et déjà les petites pommes qui commencent à se former. Donc ici, l'autre rangée de choux-fleurs dans ce qui était le BRF avec très peu de foin, l'empreinte ou ce qui reste de celui qu'on a récolté, les autres qui sont entre corrects. Ici, il y avait le record du monde du plus petit chou-fleur, et là, les quelques-uns les plus grands qui sont en train de paumer, là encore, hein, sans aucune eau, donc sans arrosage d'aucune sorte. Donc ici on peut voir la pomme qui est en train de se former, qu'on va encore laisser un peu, ou celle-ci, ici en bout de rangée, hein, je vais mettre la main pour que vous puissiez voir un peu la dimension. Rien d'exceptionnel, mais pour une culture donc sans engrais, sans travail, sans arrosage, sans traitement, sans rien, quoi, en gros, c'est tout de même pas mal du tout, je trouve, personnellement. Après, chacun appréciera. Les haricots verts nains ici arrivent en bout de cycle, hein, on voit ça aux feuilles qui jaunissent, mais là encore, une petite récolte, donc des haricots qui n'ont pas été ramassés, qui seront un peu gros, peut-être un peu fibreux, et puis d'autres qui sont tout à fait corrects. Donc il y a là encore une production, toujours la même chose, hein, si je ne le précise pas aujourd'hui, c'est que c'est sans arrosage, sans apport d'aucune goutte d'eau. Je vais faire le gros plan, mais je viens de découvrir ici une belle fissure, hein, ce qui montre que la terre en superficie, en surface, c'est quand même pas mal desséché, mais que les réseaux que j'évoque régulièrement, champignons, etc., ont tout à fait la possibilité de ramener de l'eau, de l'humidité depuis des couches profondes. On va mettre ça en macro. Voilà donc ici cette fissure tout à fait naturelle qui s'est formée et qui montre la rétraction
à partir des argiles que renferme le sol. Les fins observateurs verront aussi ces petits dégâts de limaces, hein, donc ce qui veut dire que j'ai toujours une petite population de limaçons qui souvent d'ailleurs profitent de ces fentes pour aller chercher durant la journée l'humidité au fond et ressortent le soir, un peu comme ils auraient l'habitude de se planquer sous une planche, quelque chose que les jardiniers connaissent sans doute. Donc, mais rien d'alarmant, la production est là. Maintenir une petite population de limaces ne peut que faciliter la vie des auxiliaires, hein, donc de tous les organismes, les êtres qui soutiennent le jardinier en s'occupant des parasites, en l'occurrence des limaces. Ici, au pied des cassissiers, un autre plan de courgettes que je ne vous avais pas montré parce qu'il était presque invisible. Il s'est développé relativement récemment et comme vous pouvez le voir, continue de produire, même si là on voit maintenant les belles attaques de mildiou, hein, ces spores. Cette farine qui se met en place et qui va se disséminer. Alors ici, du côté des pieds de cassis, hein, là on peut voir que déjà les premiers signes d'automne, perte des feuilles, jaunissement des feuilles, c'est sans doute aussi quelques signes du manque d'eau qui ont amené la chute des feuilles dans certains arbres qui se délestent un peu plus tôt de ces feuilles. Là non plus, ça je ne vous l'avais pas montré au pied de ces cassissiers, j'avais un de ces plants de courgettes qui avait été complètement ratiboisé par les limaces et donc qui était ridiculement petit, même encore fin juillet, mais qui en ce moment produit ces courgettes rondes. Bon, on avait évoqué le désastre du mildiou sur les pieds de tomates. La petite période de sécheresse que nous avons connue a quand même permis le maintien dans des conditions absolument épouvantables donc, de maladies d'une petite production de tomates. Là j'ai récolté ce matin, mais il en reste encore, comme vous pouvez le voir, sur les pieds derrière moi. Ici une variété de tomates ananas. Ou ici cet autre pied qui lui aussi va encore produire un peu. Ou celui-ci, hein, je crois que c'est la variété, la grosse tomate russe. Je vais la laisser encore 2-3 jours, histoire qu'elle rougisse davantage. Je vais enlever ce pied de rumex. Voilà. Donc là, je rappelle qu'on était dans la prairie convertie très très tard, hein, donc, sur lequel on a planté les tomates avant de mettre le foin en mai. Je pense que c'était en avril ou mai. Et donc, la conséquence est que certaines vivaces continuent de tenter leur chance, ce qui n'empêche en rien la production. Toujours ici, hein, je ne le répète pas tout le temps, sans aucun apport extérieur d'eau. Rapide balayage en gros plan sur les potirons, potimarrons, etc. Donc maintenant sérieusement atteint d'oïdium, mais la production est là. Ces fruits ont une peau suffisamment coriace pour résister à toutes les attaques. Voilà un autre fruit. Ou celui-ci qui est joliment coloré, je vais mettre ma main pour que vous ayez l'échelle.
Donc voilà le bestiau en regardant de près où on trouve de ci de là quelques petits trous. Ça c'est l'activité des souris, pas nécessairement le campagnol terrestre, hein, des souris tout à fait ordinaires, musaraignes ou que sais-je. Donc en celui-ci qui me paraît être le plus gros, encore qu'il y en ait 2, 3, 4, à peu près du même calibre, hein, qui traînent sur cette parcelle, 5 même, 6. Du côté des carottes, là quelques signes quand même de manque d'eau, hein. Les feuilles sont légèrement retournées, mais pas au point que la production soit menacée. Bon, tiens, je vais pouvoir vous filmer en gros plan pour qu'on voit un peu les carottes, ce qui s'annonce. Voilà, dans cette touffe un peu dense, on peut quand même voir que là, il y a une récolte tout à fait honorable qui s'annonce. Elles auraient dû être démariées, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Donc, ce ne sont pas des conditions idéales. Les fraises, évidemment, une plante originaire des lisières humides de forêt, font la gueule. Et bien entendu, les fruits ne sont plus très gros. Mais là encore, ce matin, on a récolté voilà, une petite récolte régulière, malgré donc là les signes de stress hydrique. Ici, des navets. Qui profitent sans aucun doute du tour d'eau que j'ai mis 4 ou 5 fois l'irrigation pour essayer de sauver ces choux que j'avais repiqués ici juste avant l'annonce de la canicule et qui sont donc pour l'essentiel sauvés. Donc on voilà un ici, donc repiqué directement à travers le foin et donc mis sous goutte à goutte au moment de la canicule. Je n'ai pas noté, mais a priori 4 ou 5 petits tours d'eau pour les sauver. Plus intéressant par rapport à ce que je voulais vous montrer et vous sensibiliser aujourd'hui, ce sont ces 3 lignes. Ici du thym qui a été repiqué à partir de plants produits en godet au mois de juillet. Je ferai un gros plan parce que ça ne se voit pas là. De l'ail perpétuel qui a été repiqué ici sans doute fin juillet, et du persil toujours produit en godet, mis en terre ici en pleine canicule et qui s'est donc très bien installé. Là donc sur cette zone qui en fait n'est pas sous foin, c'est des tondes de gazon séché que j'ai en surface, donc un peu moins efficace contre les adventices. Je vous filmerai, là il y a pas mal de graminées, d'herbes qui sortent, mais ont bien protégé la terre et ont permis donc aux plantes, aux légumes de s'installer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, ail perpétuel, si j'ai dit ail perpétuel, c'est évidemment un lapsus, c'est du poireau, hein, poireau perpétuel que j'ai implanté ici. Et là donc on voit ce que j'ai évoqué dans certains de mes écrits, hein, c'est que ce matériau étant beaucoup plus digeste, disparaît beaucoup plus vite, et donc très vite la lumière traverse et permet le développement des adventices, ici en l'occurrence ce qu'on appelle des graminées, hein, donc ce que vous appelez tout simplement de l'herbe.
Donc là, il y aura un peu de nettoyage avant de mettre une couche un peu plus efficace de foin. Les rouleaux sont juste à ma gauche, donc juste le temps d'agir un peu et cette affaire-là sera réglée. Alors si nous nous préoccupons aujourd'hui de la question de gestion de l'eau, là encore, plongeons un tout petit peu pour voir ce qui se passe là-dessous. Donc une couche épaisse, en fait il y a eu 2 ou 3 fois de l'apport de tonte de gazon. Et là encore, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, en surface maintenant les réserves se sont épuisées, mais il suffit de creuser un peu. Là j'arrive déjà sur un horizon très légèrement humide. Donc bien sûr c'est plus dur. Je vais gratouiller un peu pour voir si je ne trouvais pas un verre. Je vois des trous de galerie ici qui arrivent en surface, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer l'activité des vers de terre. Donc on va refermer. On va regarder là ce qui se passe ici. Là donc il y a eu une taupe ou un campagnol, je pense plutôt une taupe. Donc, et on voit le travail absolument formidable que font ces organismes, même s'ils nous dérangent, en produisant cette terre parfaitement meuble avec leurs petites papates de devant. Par contre, pas de signe de vers de terre. Dès que je vais un peu plus loin, là au niveau du trou, vous voyez que je retrouve des mottes relativement friables, il faut quand même écraser un tout petit peu, et relativement humides. Donc là, les champignons, les mycéliums, les filaments des champignons arrivent à extraire de l'eau, à la concentrer et à la mettre à disposition des légumes, hein, des plantes cultivées ou non d'ailleurs. Hein. Elles nourrissent de la même façon les adventices. Voilà. Allez, pour terminer, puisque d'autres obligations m'appellent, un petit coup d'œil sur ces œillets d'Inde que j'avais plantés ici le long, enfin entre fraisiers et carottes dans l'espoir d'attirer les limaces et qui ont pris une dimension tellement importante qu'ils sont en train de m'étouffer les salades. Donc j'attendais un peu parce que là ça faisait un ombrage naturel à mes feuilles de chêne, mais dès que la pluie sera là, je vais ratiboiser un peu ces œillets d'Inde pour laisser de la lumière aux salades. Alors, voilà donc très rapidement ce tour pour voir un peu la question de la gestion d'eau et de l'arrosage. Il faut quand même que chacun tienne compte du microclimat et de la situation dans laquelle se trouve le jardin. Il serait tout à fait prétentieux de généraliser. Je ne l'ai peut-être pas fait assez dans les autres vidéos. Je l'ai écrit, mais peut-être pas exprimé. Il s'agit à chacun de créer son potager du paresseux, qui dépendra de l'endroit, l'exposition, le sol, l'épaisseur du sol, nature de la roche-mère et bien entendu des conditions climatiques moyennes dans son secteur. Ce que je fais ici en Alsace dans un climat continental ne sera pas nécessairement reproductible ni en Belgique, sans parler de l'Irlande ou de l'Islande, ni de l'autre côté à Lanzarote ou dans le sud de l'Espagne ou du Portugal. En revanche, un certain nombre de principes sont universels. Le fait qu'une protection épaisse de matière organique évite
les évaporations, le fait que une richesse importante de présence de champignons et de filaments mycéliens capables de faire circuler l'humidité entre les couches profondes et la surface seront, ça c'est universel. Et donc favoriser les champignons par des apports de lignine et de BRF sera toujours très important. Question gestion de l'eau. Bien sûr, dans certaines circonstances, comme j'ai dû le faire l'an dernier 2015, à année de canicule, il faudra des apports complémentaires. De toute façon, ce sera bénéfice dans le sens où il en faudra moins que si le sol était resté nu. Voilà ce rapide point sur cette question. Pour l'instant, bon, toujours quelques gouttes, mais pour l'instant encore rien de bien sérieux. Donc je vais remballer mon matériel et à une prochaine.